Je vais vous présenter donc mes co-table rondeurs, même si vous devez sans doute les connaître. Bon, honneur aux femmes, c'est très sexiste ce que je dis. Alice, c'est la CEO de Singa, qui est un créateur de liens dans une baseline très courte. C'est donc je ne sais pas comment tu décris, un hub, enfin une communauté qui aide par l'entrepreneuriat, le numérique, les rencontres, les échanges, à créer des liens entre ceux qui sont en France et ceux qui y arrivent, et ceux de différentes manières, ce qu'elle va expliquer. Donc, à noter que c'est quand même un réseau qui est régional, qui est national, donc avec 4 régions, et qui est également en train de s'étendre à l'international. 7 pays. Et via le biais de la plateforme, par exemple, Calm, que vous connaissez peut-être, qui permet d'héberger des personnes réfugiées, ou encore des incubateurs qui aident ces personnes à créer leur propre entreprise. Ensuite, Caroline, qui est la déléguée générale du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Voilà, qui donc est la tête de réseau de tous les membres de l'ESS. Je crois qu'il y a 700 adhérents. Tous les entrepreneurs sociaux. C'est pas toute l'ESS, mais bientôt peut-être. Et qui va nous apporter son regard sur les adhérents du MOVE et également son analyse sur comment elle a vu les choses évoluer. Jérôme de Coninck, c'est le directeur de Terre de Liens. De la Fondation. Je donne les mauvais titres à tout le monde, ça commence très très mal. Mais Terre de Liens, il expliquera mieux que moi. C'est typiquement une association qui est devenue une fondation, enfin dans le désordre, qui a une foncière, donc qui cumule du don, du leg, de l'investissement. Et ils ont un slogan qui est « Et si vous faisiez pousser des fermes ?» que j'adore parce qu'ils l'ont déroulé en farfouillant. J'ai également découvert « Savez-vous planter vos sous ?» Donc si vous avez envie d'investir responsable votre épargne, j'ai trouvé ça très mignon. Et ils sont sur toute la France. Et le but du jeu, c'est d'acheter et d'avoir des terres et de les mettre à disposition et en location auprès de fermiers. Et enfin, Thibaut, qui est le directeur communication et développement durable d'Aviva France. Bon, Aviva, c'est plus facile à présenter puisque c'est une assurance. Voilà, ça c'est bon, c'est fait, c'est résumé. Et il a notamment en charge, il vous expliquera, la fabrique Aviva, qui est un appel à projet géant de 1 million d'euros qui est distribué à une centaine de structures, non? Quand tu as fini 140. Voilà, c'est lui qui spoil tous les réseaux sociaux, c'est le fautif. Et il va également vous parler du volet investissement avec l'Aviva Impact Investing France. J'ai tout bon. Ce que je vous propose, c'est de commencer par Alice, qui va prendre un micro et qui va nous expliquer comment Singa a trouvé ses modèles économiques, avec quand même un angle qui est que c'est une association qui a pour thème donc, les réfugiés, donc c'est pas forcément le thème le plus facile à aborder en termes de financement, j'imagine, et politiquement, et en termes de fundraising et de tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, c'est une asso qui possède une entreprise et qui adapte en fait chaque projet qui lui accole un financement adapté. Donc, Alice, chez Singa, vous cumulez subventions, philanthropie, vente de services et levée de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez articulé tout ça avec le temps? Ça marche? Oui. Ça marche. Okay. Bon, bonjour. Pour l'instant, on ne fait pas de levée de fonds au sens for profit. Et ce n'est pas forcément prévu maintenant. Et puis, c'est marrant parce que tu as dit Singa est une asso. Et en fait, oui, légalement, on est une asso. Et puis, quand on se présente, on dit, bon, on est une association. Non. On est une entreprise. Non. On est une fédération. Non. Un mouvement non plus. En fait, Singa, c'est un peu Singa, on sait pas trop. C'est un gros gloubi-boulga de beaucoup de choses parce que, comme tu l'as dit, on fait des choses qui sont extrêmement diverses. On a un réseau social qui est qui est en train de sortir, en train d'être bêta-testé en ligne, avec 25 000 personnes qui sont membres de la communauté. Avec cette idée de créer un maximum de liens entre les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, ce qu'on appelle les migrants, et les personnes des sociétés d'accueil. Donc ça veut dire
à faire de la tech. Ça veut dire créer des algos qui permettent de faire des mises en relation. Quand Fodé du Sierra Leone, expert comptable, arrive en France, on le connecte avec Hervé, expert comptable de chez KPMG, et ensemble, ils vont parler de compta. Ils ne vont pas parler des droits de l'homme ou de comment c'était la prison et la route de migration, etc. L'objectif qu'il y a derrière ces rencontres et de cette création de liens, c'est d'une part d'accélérer l'épanouissement, l'installation des personnes migrantes en France, et d'autre part de sensibiliser la société d'accueil, parce que c'est quand même QFD, plus un local connaît de nouveaux arrivants, moins il a de stéréotypes autour de la migration ou de ce qu'on appelle les réfugiés. Et on a fait une mesure d'impact qui montre assez bien ça, que le champ lexical des locaux change et évolue au fur et à mesure qu'ils découvrent et qu'ils rencontrent de nouveaux copains, de nouveaux associés, des contacts professionnels qui peuvent être réfugiés, demandeurs d'asile, migrants. Ça, c'est une partie du boulot. Après, ça a donné lieu aussi à des incubateurs, parce qu'on a rencontré, comme tu as dit, tout un tas de personnes réfugiées qui nous ont dit nous, on a envie de créer des choses. Ça va de la création d'un restaurant jusqu'à une boîte de conseil. Et puis en face, on a aussi des locaux qui nous ont dit mais nous, on a rencontré des personnes réfugiées, on a envie de créer des choses aussi. Il y a tout un tas d'associations ou d'entreprises sociales qui sont nées ces dernières années et qui agissent vraiment en faveur d'une nouvelle économie de la fusion, je vais dire, une économie où quand Youssef crée Meet My Mama, derrière, il crée des emplois pour 40 femmes migrantes et éloignées de l'emploi à travers le fait de révéler leur potentiel culinaire. Donc, il y a une partie incubation, une partie accélération. On est en train de créer un accélérateur. On réfléchit aussi à la création d'un fonds d'investissement, en plus, pour ajouter un truc pas lourd du tout, pour justement pouvoir financer ces structures qui sont en train d'émerger. Donc, ça pose aussi cette question, quels sont nos modèles de financement aujourd'hui? Au départ, on a commencé en se mettant dans des cases de l'association qui aidait les réfugiés, sauf que très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas ça qu'on faisait. On ne fait pas d'aide, on ne considère pas qu'on a des bénéficiaires au sens propre du terme, on considère que c'est la société dans son ensemble en fait, qui bénéficie de la rencontre. Donc il n'y a pas du tout de système d'accompagnement social, on n'est pas dans ces cases-là, c'est plutôt une réflexion autour des démarches d'innovation qui vont être créées par la rencontre. D'où l'accueil chez l'habitant, la Calme, qui a été créé pendant des hackathons par des personnes réfugiées, qui a été pensé par des personnes réfugiées, par des entrepreneurs sociaux, comme Simplon par exemple, qui était là au départ. Et avec cette idée d'innover. Donc ça pose vraiment une difficulté parce qu'on a un peu le cul entre deux chaises parfois. On se dit comment on peut financer quelque chose qui est plus un laboratoire finalement d'expérimentation, mais qui est aussi opérateur à certains égards et qui finalement touche à tout et tout un tas de secteurs. Parce que la question des réfugiés, c'est pas une question en propre en fait, c'est une question qui est sociétale et globale. Donc, en gros, c'est un petit peu bordélique, compliqué. Et donc concrètement, une asso avec du mécénat, mais l'incubateur en fait partie. Est-ce que on a un peu discuté et comment tu discutes avec des financeurs, des mécènes, parce que ça arrive souvent, un projet, une envie de financement, et il faut trouver le bon moyen. Comment ça se passe, parce que c'est très nouveau ce que vous faites, donc j'imagine qu'il a fallu un peu de pédagogie et de force de conviction dont vous ne manquez pas pour arriver à trouver du financement pour faire vivre une si grosse structure. Il y a le fait qu'on ait grandi très très vite. On existe depuis 6 ans et ça fait 2 ans et demi qu'on est en capacité de générer des salaires pour nos équipes, avec aujourd'hui 23 salariés en France, avec un service civique bien sûr et des freelances, des stagiaires. Mais bon, ça fait une grosse équipe. En plus, on a ouvert un espace de coworking, donc ça fait encore une autre activité que j'ai oublié de citer. Il y a un moment, on s'est retrouvé coincé en fait. Il y a un moment, on s'est retrouvé coincé avec des financeurs qui nous demandaient de fournir des bénéficiaires. Et on s'est dit, mais ça nous fait perdre, pas tous bien sûr, heureusement, ça nous fait perdre notre identité. Donc la question, c'est pas la question des fondations ou des personnes qui nous financent, c'est une question de posture. Quelle est notre posture quand on va voir un financeur? Oui. Et comment quelle est notre identité, quelle est notre vision? Ça nous a pris littéralement 5 ans avant de coucher sur le papier qui on était, avant d'écrire une charte des valeurs, avant d'écrire pourquoi on faisait ça, ce qui est un travail, je trouve, monumental en fait. Pourquoi on se lève le matin et pourquoi on fait ce qu'on fait. On a réussi à le faire et aujourd'hui, je pense qu'on a grandi en maturité parce qu'on est en mesure d'avoir cette posture auprès des partenaires. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de partenaires qui ont envie
de financer l'innovation. On a des partenaires qui sont super solides et qui sont vraiment présents avec nous. Je pense à La France s'engage ou à EPIC. Typiquement, on est vraiment dans une action qui est autour de l'impact. Et si on veut, quand on mesure notre impact au sein de Singa, on voit qu'il y a tout un tas d'impacts indirects à nos actions, comme le fait de sensibiliser la population française, ou le fait tout simplement que les personnes réfugiées ou demandeuses d'asile soient heureuses. Alors, il y en a beaucoup qui appellent ça l'intégration, c'est avoir un emploi, avoir un toit, etc. Mais je pense qu'on peut aussi être en mesure de mesurer le bonheur et l'épanouissement et la confiance des personnes qui arrivent dans notre société. Et cette question d'impact, elle est assez fondamentale pour nous dans la posture auprès des partenaires, c'est de dire finalement on est à fond pour développer avec vous des KPI, pour faire du reporting, pour rester en contact très étroit, mais il faut qu'on communique. Il faut qu'on communique en permanence là-dessus, parce que déjà nous on évolue extrêmement vite et du coup il faut qu'on soit complètement transparent avec vous sur où on va. On s'est fait avoir 1 ou 2 fois sur le fait de dire oui on peut faire ça parce que voilà, mais on a senti que ça nous mettait dans une posture qui nous a transformés, nous a fait devenir une organisation qu'on n'avait pas forcément envie d'être. Donc beaucoup communiquer. Et Caroline, au sein du Move, donc il y a des entrepreneurs sociaux qui ont chacun leur modèle, même s'il doit y avoir des points communs. Et toi, tu as dû voir quand même ce mouvement assez récent et qui va très très vite sur l'hybridation des financements et sur la quête du modèle qui permettra à tous de s'épanouir. Oui, alors juste pour revenir, pour que ça soit posé pour tout le monde, parce que ce n'est pas obligatoirement évident, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale? Alors, Singa en donne un bon exemple. Une entreprise sociale, c'est une entreprise qui peut avoir un statut très différent, qui peut être une association, une coopérative, une entreprise classique, une SIC, une fondation, une mutuelle. Mais par contre, qui respecte 3 critères très simples, mais structurants pour son fonctionnement. D'abord, au cœur, son impact social et environnemental. Et donc, l'intégralité des profits qu'elle va générer va être là pour nourrir son projet. Deuxièmement, un partage des richesses. Partage des richesses, ça veut dire qu'il y a des règles assez strictes pour limiter l'enrichissement personnel des dirigeants, donc salariés comme investisseurs. Et puis, un enjeu de partager avec les salariés les bénéfices créés. Et puis troisièmement, une gouvernance participative, donc pas obligatoirement une gouvernance démocratique qui serait inscrite dans les statuts coopératifs ou associations, mais un engagement fort pris dans les statuts et du coup dans la réalité de faire vivre la participation des salariés aux prises de décision et voire des parties prenantes. Donc voilà, c'est juste pour dire l'entrepreneuriat social, ce n'est pas l'intégralité de l'ESS. L'entrepreneuriat social, c'est pas non plus seulement des entreprises commerciales. C'est plutôt un mouvement qui rassemble une grande diversité de structures aujourd'hui. Et donc, du coup, avec ces 3 volets, on a des modèles économiques et des modes de fonctionnement qui sont extrêmement différents, diverses, et qui suivent des dynamiques qui sont des dynamiques différentes. On peut avoir aujourd'hui des entreprises commerciales qui se créent avec des enjeux d'impact social et environnemental et qui, du coup, développent des activités lucratives, de services, mais avec un impact social et environnemental, mais aussi qui ont une partie de leurs actions qui sont des actions complètement d'intérêt général sur des enjeux qui sont des enjeux infinançables et qui ne seront jamais financés au moins par de la vente de services ou par des financeurs privés. On peut aussi avoir des associations qui traditionnellement ont pu être accompagnés et prestataires même de services publics, mais qui se développent, qui souhaitent innover, qui souhaitent aussi développer de nouveaux champs d'activité et qui peuvent développer de nouvelles manières de fonctionner pour grandir. Ou alors qui peuvent, pariant sur ce qu'elles savent faire, développer des activités lucratives pour grandir. Donc ça peut être des associations qui ont des activités sectorisées de vente de services, donc ça c'est historique, mais qui du coup commencent à créer des filiales de conseil, des filiales de vente de services, et qui sont toutes là pour nourrir le projet associatif. Donc on a
finalement une grande diversité de fonctionnement aujourd'hui des entreprises sociales, mais qui effectivement parient toutes sur l'enjeu d'hybrider leur modèle. Hybrider leur modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire diversifier leurs ressources de financement pour pouvoir grandir. En gros, pourquoi elles font ça? Pour deux choses. Un enjeu concret et pragmatique de développer leurs ressources, un enjeu politique aussi, d'avoir de la liberté d'action et d'innovation sans avoir un seul ou une seule typologie de financeurs qui puisse accompagner ces actions, et donc d'avoir une grande liberté aussi de parole, parce que en général, les entreprises sociales ont des choses à proposer, des choses à dire, des choses à faire bouger, des innovations à faire grandir, et du coup, ça ne va pas sans bousculer un peu la puissance publique ou des lobbies. Et donc, ça veut dire que leur enjeu, c'est de n'être tenu par personne. Donc, je pense que c'est ça, en gros, ce qui explique et que nous, on voit comme trend global, quel que soit finalement le mode de fonctionnement initial, le trend de l'entrepreneuriat social, c'est celui de l'hybridation des modèles et d'essayer de faire rimer une cohérence des valeurs et des pratiques, tout en se développant et développant aussi leur chiffre d'affaires, leur business, et donc en ayant la volonté de grandir. Et moi, j'ai une question, mais que je vais pouvoir poser à tout le monde. En fait, c'est comme ça vient très vite. Enfin, c'est une histoire de quelques années, donc l'espace-temps n'est pas très grand. Et lever des fonds auprès de grands donateurs, c'est pas la même chose que ouvrir un cabinet de conseil, que produire des services. Comment tu vois les choses assez concrètement évoluer? Est-ce qu'ils sont accompagnés par les gens qui les financent? Est-ce que ils en parlent entre eux, comme c'est un réseau? Oui, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de formation et de déstabilisation complète des dirigeants des structures qui se retrouvent à faire un métier qui n'était pas le leur au départ. Et même si tout ça prend, il y a quand même un peu... voilà, Jérôme nous racontera, mais est-ce que il n'y a pas aussi un petit danger quand même à vouloir tout essayer vite, parce qu'on est aussi pris dans pas une obligation d'hybridation, mais c'est quand même très très à la mode. L'enjeu, c'est que les modèles économiques évoluent par rapport justement à l'enjeu fondamental des structures. C'est ce que disait Alice, c'est que du coup, l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et après, on trouve les ressources pour pouvoir se développer. Évidemment, bon, c'est pas l'inverse, mais aujourd'hui, effectivement, il y a eu un enjeu qui était celui de trouver les moyens de pouvoir aller chercher des nouvelles opportunités de financement qui arrivent, en gros, qui s'ouvrent. Parce que, effectivement, finalement, les entreprises sociales, elles étaient beaucoup moins accompagnées, beaucoup moins aidées que plein d'autres entreprises. On dit souvent que on peut être un secteur très aidé. En fait, finalement, quand on regarde, sûrement beaucoup moins que d'autres. Et donc, financièrement, et puis en accompagnement concret. Et donc, il y a tout un réseau qui s'est mis en place aujourd'hui d'incubateurs, d'accélérateurs qui participent en fait à donner les moyens de pouvoir aller se saisir de financements qui existent. Donc ça c'est un trend qui grandit. Et puis il y a un trend qui est un trend historique mais particulièrement français, historique en fait. C'est historique, ça a 20 ans, donc en fait pas du tout, mais qui est un trend français depuis plusieurs dizaines d'années, c'est celui de l'épargne solidaire, de la finance solidaire, qui est quelque chose qui en fait a poussé ça beaucoup en France. Pourquoi ? Parce que en gros dans les années 90, il a été mis en place une incitation à ce que l'épargne salariale soit fléchée vers des fonds solidaires. Donc les fonds solidaires, ils sont fléchés vers les entreprises solidaires. Donc, et donc ça fait qu'on a eu du développement en France beaucoup plus qu'ailleurs de ce qu'on appelle l'investissement impact social, impact investing. Et donc, on a vu arriver des fonds d'investissement qui voulaient investir dans des entreprises sociales et donc qui respectaient ces critères de bonne gouvernance, de partage des richesses, et donc qui acceptaient d'avoir des rémunérations bien moindres. Et donc qui ont plus poussé aussi une manière de faire fonctionner des entreprises différentes
qui est aussi une manière plus vertueuse. Et du coup, qui a poussé un peu une possibilité nouvelle d'entrepreneuriat social et une capacité des acteurs à avoir plus d'investisseurs et donc à se projeter plus sur le long terme. En même temps, je dis ça, en même temps, ça concernait surtout des modèles d'entreprises commerciales. Et donc, ça commence aujourd'hui à toucher des modèles sur des structures très plus différentes et par exemple des associations. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des associations qui vont avoir de plus en plus la possibilité d'aller chercher des fonds d'investissement pour pouvoir se projeter dans la durée à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, avec des fonds d'investissement qui vont leur dire nous, on accompagne votre développement sur le long terme. Et donc ça a été aussi, c'est rentré dans la loi en 2014 avec la création par exemple du titre associatif qui n'a rien de parfait mais enfin qui monte la voie. Donc voilà, il y a eu un trend comme ça qui était un trend qui allait parier sur l'investissement social et qui continue aujourd'hui à agir avec des fondations aussi qui commencent à se dire nous aussi on a envie d'être investisseur social. Donc à pouvoir donner, mais aussi peut-être pouvoir prêter. Donc prêter, avec retour sur investissement ou pas d'ailleurs, et plutôt pas. Mais avec cette possibilité justement de l'argent qui du coup circule. Voilà, c'est ça. Et donc de pouvoir prêter sur du long terme, sans demander un gros retour sur investissement. Mais par contre, effectivement, c'est du prêt et pas du don. Donc ça veut dire que l'argent revient et pour être réinvesti dans d'autres entreprises. Merci. Je pense qu'il y a un gros enjeu sur le mécénat, la question du mécénat et qui soit intérêt général et le financement de l'ESS. On en avait pas mal parlé il y a 6 mois et je pense que c'est une vraie question c'est un nouveau secteur concurrentiel parce que si les fondations... du coup, il y a des entreprises qui ont des fondations à côté, mais je pense, Thibaut, je vois dans tes yeux que tu pourras me répondre tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un vrai équilibre du secteur qui est quand même fragile. Jérôme, du coup, tu vas pouvoir nous raconter, parce que Jérôme, donc Terre de Liens, c'est une association, c'est ça ? Et 19 associations territoriales, j'ai bien fait mes devoirs, qui mobilisent l'épargne et le bénévolat citoyen également. Et donc, chez Terre de Liens, vous cumulez, je ne sais pas quel mot il faut emprunter, une foncière, une fondation et du legs. Est-ce que c'est comme ça que vous avez trouvé, enfin, j'allais dire, les moyens d'agir après avoir essayé plusieurs modèles Comment ça s'est... historiquement, voilà, En fait... Ça marche ? Ouais, si j'approche. Vous l'avez bien compris, nous, notre but, c'est de préserver un bien commun qui est le foncier. En fait, on a fait le constat il y a 20 ans qu'il disparaît trop de foncier en France. Il y a 200 fermes qui disparaissent toutes les semaines. Et on n'avait pas toutes ces théories et tout ce recul et pas du tout une idée du modèle sur lequel on voulait aller. Mais on cherchait la liberté d'agir. Dans ce que tu as dit, c'est vraiment ce qui nous a poussé, c'est la liberté d'agir. Et on entendait beaucoup de politiques, beaucoup d'associations qui étaient dans du plaidoyer, dans du discours. Et nous, à Terre de Liens, on est des faiseux, donc on a choisi de trouver les moyens pour agir. Et quand on veut agir sur le foncier, il n'y a pas de solution. Notre enjeu, c'était de le sortir de la spéculation, de faire qu'on n'ait pas des actionnaires qui nous disent comment il fallait spéculer sur du foncier. Donc, en fait, il fallait qu'on crée un outil anti-spéculatif, vraiment, qui nous permettent de libérer le foncier du marché. Alors on était un peu utopiste il y a 20 ans, mais du coup très vite on s'est aperçu que quand un paysan s'installe sur un territoire, alors les nôtres ils sont en bio, les nôtres ils vendent en direct, mais tout ça je vous le passe, ils font du bien à l'environnement, tout ça, ils sont heureux en plus. C'est important, hein. Enfin, il y a une grosse différence de ceux qui se suicident au salon de l'agriculture, par exemple. Mais non, j'arrête. Mais en tout cas, quand on a cherché notre modèle, alors déjà, ça n'a pas été simple. On a mis plus de 7 ans à réfléchir aux modalités d'agir, à voir comment intégrer de l'actionnariat, de l'épargne solidaire dans nos acquisitions, sans faire qu'ils prennent le pouvoir.
parce qu'un des gros enjeux, c'est pas, on ne veut pas qu'il y ait de la spéculation foncière sur nos actions. Donc en fait, chez nous, le principe est simple, hein, les actionnaires, ils ne sont pas rémunérés. Voilà. On a posé ça, on a posé le fait qu'un actionnaire ne participe pas aux décisions de gestion. On a posé le fait qu'ils prennent un risque avec nous quand même, et que du coup, si par le plus heureux des hasards, notre histoire elle marche, on veut qu'ils n'aient pas perdu d'argent. Donc la promesse qu'on faisait au démarrage, c'était de dire épargnez à Terre de Liens, plantez vos sous comme tu disais, on va essayer de maintenir l'inflation. Donc vous voyez, c'est pas le placement le plus sexy du monde, hein. Mais je pense que ce que sont venus chercher les investisseurs qui nous ont suivis à Terre de Liens, c'est un supplément d'âme déjà dans l'investissement, c'est un vrai impact dans ce qu'on fait. Nous, on ne parle pas d'impact social, mais on parle de preuve par les fermes. Voilà, ça fait 10 ans qu'on achète des fermes, et là, on vient de faire la première mesure de l'impact de l'activité agricole qui s'est développée. Donc on a acheté modestement 170 fermes, sachant qu'il en disparaît 200 par semaine, hein, donc voilà, il faut rester modeste dans notre action. Mais en tout cas, ce que ça a permis à 20 000 citoyens de placer leur épargne de manière un peu plus intelligente, d'agir sur quelque chose qui leur est proche, enfin, c'est l'alimentation, c'est l'avenir des territoires, et du coup, c'est d'abord ça que viennent chercher les épargnants. Nous, on a simplement créé une coquille. Alors, la première fois qu'on lance un appel public à l'épargne, le nôtre, c'était en 2008, c'était, je me souviens très bien, le jour de la faillite de Lehman Brothers. Début de la crise financière, on n'était pas très fiers. Mais une fois qu'on avait posé le projet politique de Terre de Liens, les épargnants, et c'est d'abord des citoyens, hein, l'épargnant qui place chez Terre de Liens, c'est pour 85% des citoyens qui mettent en moyenne 3 000 €, donc c'est l'encours de leur livret, quoi. Mais ça permet en 10 ans de collecter 68 millions d'euros, principalement sur l'épargne citoyenne. Donc clairement, nous, dès le début, on s'est dit il nous faut un produit d'épargne. C'est la foncière Terre de Liens, donc entreprise ESUS, labellisée Finansol, qui collecte l'épargne citoyenne. Et puis très vite, on s'est dit c'est pas suffisant quand même. Alors vous l'imaginez, il y a un mouvement associatif, nous on s'appelle Mouvement. Je ne sais pas si ça nous convient bien, mais voilà, on a un mouvement avec une foncière, une asso nationale, 19 assos sur les territoires qui font le travail de fourmis en fait, de trouver les paysans, de chercher les fermes, puis après de collecter l'épargne. Et en fait, assez vite, on s'est dit, mais il y a un truc génial chez les fondations, c'est qu'on peut leur donner des fermes. Et du coup, on a fait une fondation reconnue d'utilité publique. Mais si vous voulez, c'est d'abord l'opérationnel qui a guidé nos choix. Donc après, ce qui est compliqué, donc là, on a fait une FRUP, et on n'avait pas de plan initial, mais on a fait une fondation RUP qui a 4-5 ans, là, qui a reçu des donations et des legs de fermes, puis aussi d'argent, puis aussi de mécénat, et puis aussi des produits partage. Enfin bref, voilà, on tire les fils, mais en marchant en fait. Parce que ce qu'on recherche, c'est d'abord la liberté d'action. Alors on a aussi des subventions, enfin je ne dis pas qu'on mange à tous les râteliers, mais quand on veut avoir les libertés d'action, il te donne les moyens. Voilà. Et est-ce que parce que comme tu as à peu près tous les modèles, t'en as beaucoup, mais est-ce que tu es touché par les questions fiscales? Parce que du coup, comme tu dois jongler entre plein de choses qui sont des sujets de discussion récurrents. Alors en fait, sur la fiscalité ou sur le juridique ou sur l'articulation entre les structures, c'est loin d'être simple, hein. Tous les jours, on découvre un nouveau truc. C'est vrai, mais là, on commence à faire du logement social pour nos fermiers. On découvre encore un nouveau secteur. Mais la fiscalité, si j'ai un message à vous adresser, c'est que le monde, enfin, dans les fondations, dans les associations, on a quand même, d'une part, une fiscalité qui est super avantageuse, et puis qui est relativement stable et sûre.
parce que en 15 ans, il y a eu quelques petites vagues. Enfin, là, on en a eu une belle, mais quand on est sur des produits de finances solidaires, nous, à chaque loi de finances, ça change. Donc, il faut s'adapter en permanence. Donc, il faut relativiser. Puis aussi, les visions du secteur. Enfin, je crois que la collecte de dons en France, c'est 7 milliards d'euros, hein, quelque chose comme ça. Je dis pas de conneries. Je sais pas. L'épargne salariale solidaire, c'est 1,8 milliard. Donc, l'épargne salariale, c'est naissant. Et ça a quelques années. Et c'est un secteur qui est en forte croissance et qui manque d'acteurs, clairement. Il n'y a pas assez de structures qui sont capables d'accueillir de l'épargne salariale solidaire ou de l'investissement des citoyens correctement et qui peut le réinjecter sur des projets. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Mais du coup, ça tombe très bien. Tu m'as fait presque ma transition avec Thibaut. Parce que quand on a discuté ensemble, en fait, il y a Thibaut donc, qui s'occupe de la com et du développement durable d'Aviva. Vous avez la fabrique donc, emblématique, voilà, c'est 1 million d'euros de dons. Et ce qui est moins connu quand on est dans le mécénat, c'est la structure d'impact investing qui a des moyens complémentaires, mais aussi un peu plus, voire beaucoup plus conséquents. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est articulé et comment c'est pensé aussi pour que comment sont attribués les moyens et comment ils sont répartis? Alors, je pense que nous, on voit le mécénat et l'investissement comme des choses très complémentaires et qui nous permettent de financer des projets très très différents en fait. En effet, je pense qu'il y a une vraie tendance de fond qui est plutôt positive chez l'épargnant français de vouloir donner du sens à son épargne, ce que tu évoquais. Et nous, on a fait une récente étude là, auprès des épargnants français qui montre qu'il y a 65% des Français qui disent vouloir donner du sens à leur épargne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut représenter pratiquement 20 millions de Français. Hein. Nous, les acteurs financiers, que sont les assureurs, on essaye de proposer des produits d'investissement. On a essayé de proposer des produits d'investissement responsables qui étaient, je pense, assez imparfaits pour le grand public, parce qu'on a essayé de proposer des premiers produits d'investissement qu'on appelait investissement socialement responsable. Et finalement, c'était des produits des investissements qui investissaient dans des entreprises traditionnelles, en choisissant ces entreprises traditionnelles par les entreprises les plus engagées dans une démarche développement durable. Mais donc, on retrouvait dans son fonds ISR des produits, des entreprises du secteur énergétique, des entreprises du secteur automobile. Et donc les gens se disaient, mais alors j'ai du mal à cerner la dimension responsable de mon investissement. Et on avait beau expliquer cette mécanique de dire, on prend ce qu'on appelle le best in class, c'est-à-dire que le meilleur de chaque marché, et on participe à récompenser son engagement en disant qu'on va investir dans cette entreprise. Et c'est vrai que dans la dimension de sens, c'était quand même perçu de manière un peu complexe. Et c'est là qu'est arrivée cette démarche d'impact investing, comme tu disais. Nous, on a un peu sauté sur l'occasion il y a presque 4 ans maintenant, où on a créé un fonds d'investissement qui était dédié au financement de l'entrepreneuriat social, donc avec vraiment cette double volonté d'investir dans des entreprises qui arrivent d'ailleurs des entreprises de tout type de structure. Tu l'évoquais, dans notre fonds, on a aussi bien des associations que des coopératives, que des entreprises traditionnelles, et qui arrivent à concilier le modèle économique rentable et leur impact social, sociétal, voire environnemental. Ça nous permet, nous, en plus, en termes de communication sur l'engagement du fonds, de dire que votre épargne a permis de créer 6 000 emplois, votre épargne a permis d'aider certains bénéficiaires. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue de l'épargnant, ça donne un sens beaucoup plus concret et réel à son épargne. Donc on voit que pour le coup, il y a une demande qui est croissante vis-à-vis de nous, de nos clients, de développer ce type de produit. On vient aussi essayer de l'étoffer, et ça je pense que c'est
quelque chose qui est intéressant, c'est que la finance essaye aussi de développer des nouveaux modes de financement. Et donc, on le voit avec toute la tendance des financements participatifs, des vrais nouveaux leviers aussi de levée de fonds pour des acteurs à la fois de l'ESS et des acteurs plus traditionnels. Donc, nous, on a un fonds d'investissement, je dirais, qui fonctionne comme n'importe quel fonds d'investissement. Donc, un comité d'investissement qui va évaluer les projets sur leur modèle économique et évaluer les projets aussi sur leur impact social et environnemental. Ça, c'est la dimension d'impact investing. Et on a aussi créé un partenariat avec une plateforme de crowd equity. Donc, c'est-à-dire que chacun d'entre vous peut devenir actionnaire d'une entreprise à impact social via la plateforme qui s'appelle Lita. Et donc, la démarche, c'est que certains des projets qui sont sélectionnés par Lita et qui sont dans des démarches de levée de fonds, Aviva va co-investir avec les particuliers qui investissent directement sur la plateforme. Nous, la volonté, elle était double. C'était pour dire que ça permettait à l'entrepreneur qui venait sur la plateforme Lita pour lever des fonds, il avait moitié moins de fonds à lever parce qu'il y avait Aviva qui allait en financer la moitié. Et la démarche était aussi de se dire que pour l'épargnant particulier qui voulait investir à travers ces nouvelles plateformes, il y avait une démarche un peu rassurante de se dire qu'un investisseur institutionnel dont le métier est l'investissement investit dans ce projet. Donc il y a ce côté un peu rassurant d'investir aux côtés d'un gros acteur de la finance. Donc on essaie de développer toutes ces démarches de financement, mais la réalité, c'est que ça vient quand même financer des projets qui ont déjà démontré la viabilité du modèle économique de leur projet. Donc c'est quand même des projets qui ont quelques années d'expérience, qui ont montré qu'elles développaient de la valeur économique. Les toutes premières années, quand on est encore en phase de prototypage et démonstration du modèle économique, là, l'investissement, globalement, on ne peut pas vraiment répondre à cette approche-là parce qu'on ne place pas notre argent, on place l'argent de nos clients et de nos épargnants. Et donc, il y a cette dimension aussi de prise de risque, on va leur chercher de la performance. D'ailleurs, tu évoquais tout à l'heure qu'on cherche une performance moindre avec l'ESS, pas toujours. Hein. Il y a des placements, historiquement, les assureurs investissaient beaucoup dans les obligations d'État. L'obligation de l'État français, il rapporte beaucoup moins que la plupart des investissements dans l'ESS. Donc, non, c'est plutôt ça peut être un investissement raisonnable en performance, mais plutôt performant. Et donc la fabrique Aviva, elle vient un peu compléter cet aspect-là qui était de dire on veut pouvoir aussi être en capacité de financer des projets qu'on estime à potentiel mais sur lesquels prouver la réussite future du modèle économique est encore incertain. Et donc là c'est le don qui permet vraiment de faire ça parce qu'on a une totale liberté dans le choix de la sélection des projets. Et donc la fabrique Aviva est venue un peu compléter ça avec une volonté qui était aussi je dirais d'avoir une démarche participative à travers la plateforme et la mécanique. Et en termes, parce que moi je vois quelque chose aussi, c'est que est-ce qu'il reste quand même, mais c'est pas que pour toi, c'est pour vous quatre et pour la salle parce qu'on va bientôt pouvoir passer aux questions, mais est-ce qu'il reste, est-ce que le risque c'est pas que tout l'argent aille vers des projets qui ont déjà fait leurs preuves en termes de volume et de proportion et le droit à l'erreur et tout peut pas être innovant. Je sais pas s'il est dans la salle, mais il y a un intervenant d'aujourd'hui ou de demain avec qui je discutais et qui me disait, moi je suis sur un sujet maladie enfant, où l'innovation c'est hyper dur de le prouver et du coup on répond aux appels à projets un peu pas en maquillant, j'exagère, mais en biaisant. Et comment on peut faire pour articuler quand même la chance de se laisser un projet de se développer et aussi le droit à l'erreur. Et puis il y a toujours des causes qui seront quand même moins sexy que d'autres, quoi qu'il arrive. En fait, là-dessus, il y a deux choses. Il y a le financement de l'innovation sociale en France, c'est une catastrophe, soyons clairs. C'est mal financé ni par le public ni par le privé. C'est-à-dire que les acteurs publics financent mal ou très peu l'innovation. On peut avoir des poches entières sur des politiques publiques fléchées ou faire évoluer un pan ou un autre. Voilà, c'est extrêmement long. Je ne vous même parle pas de l'autisme. Enfin voilà, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et c'était un peu l'enjeu de pousser beaucoup sur un accélérateur d'innovation sociale, ce que nous on a porté en 2017 comme plaidoyer qui pourrait se mettre en place, mais on regarde encore bien précisément les modalités. Et puis du côté du privé, effectivement, il y a des fonds, mais il y a par exemple aucun fonds aujourd'hui qui finance l'amorçage, effectivement avec une prise de risque beaucoup plus importante.
Donc il y a un encouragement gouvernemental à inciter les financeurs à le faire, c'est sympa. Et donc voilà, c'est en train de prendre un petit peu, mais effectivement, concrètement, c'est très simple en fait. Comme il n'y a pas de business angel de l'économie sociale aujourd'hui, parce que ni des réfugiés, ni des et donc voilà, tout simplement parce que dans la net économie, tu peux avoir 10 entreprises qui ne marchent pas, il y en a une qui va faire un rendement tel qu'elle va financer les autres, voilà, on le connaît par cœur. Et il y a une troisième chose, c'est qu'il y a des modèles économiques qui sont introuvables sur certaines causes. Et ça, il faut se le dire, et c'est pas grave. Et il y a des enjeux sur lesquels il n'y a pas de modèle économique qui auront un jour une rentabilité. Et du coup, il y a un enjeu très fort que la puissance publique les prenne, les expérimente, les suive. Et potentiellement, si c'est des innovations sociales qui changent vraiment les choses et qui ont un impact important, enfin, qu'elle les finance. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux volets. On a pu travailler d'ailleurs un peu là-dessus sur le contrat impact social, qui était une modalité de financement expérimental qui marche, qui a vocation à ne pas devenir, qui a vocation à être un outil qui finalement tire un peu ce que pourraient être des systèmes de financement de l'innovation, en gros, public-privé, mais qui ne sera jamais l'outil, l'alpha et l'oméga. Mais c'est sûr qu'il y a un problème du financement de la recherche et développement social, de l'innovation sociale. Il n'y a pas de crédit d'impôt innovation sociale, il n'y a pas de statut jeune entreprise innovante socialement, alors qu'il y a un statut jeune entreprise innovante qui fait qu'on ne paye pas d'impôt pendant 5 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses sur l'innovation technologique, pas beaucoup sur l'innovation sociale, ça c'est sûr. Et du coup, il y a un enjeu très fort. Voilà, nous, c'est sûr que c'est un enjeu très fort de plaidoyer pour nous. Thibaut, tu veux... Non, enfin, l'enjeu, c'est de se dire qui est-ce qui investit. Parce qu'en effet, l'épargnant français, globalement, la prise de risque, c'est quand même pas très culturellement dans nous, dans les assurances, on a des placements très sécurisés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la dimension d'épargne solidaire, responsable est plutôt logique, parce qu'on fait de l'épargne longue, avec des enjeux, je dirais, de rendement raisonnable sur le long terme. L'innovation, c'est de la vraie prise de risque, quoi. Et donc, comme tu dis, il y a cet enjeu de dire dans la net économie, comme tu le dis, comme tu as des entreprises qui peuvent faire x10, ça finance toutes les prises de risque sur les autres. Dans l'entrepreneuriat social, c'est moins le cas. Donc l'enjeu de l'innovation, il est compliqué pour les acteurs privés sous forme d'investissement. Mais c'est à mon avis, c'est là que exactement, le mécénat peut prendre tout son sens pour compléter cette approche d'investissement. Ouais. Mais et comme tu es le seul financeur autour de cette table, je vais te... Non, mais est-ce que... Parce que j'imagine qu'il y a des... Enfin, voilà, comment ça se passe? Parce que les fondations, il y a aussi une remise en cause des fondations d'entreprise, enfin pas une remise en cause politique, mais on sent quand même un changement de vocabulaire, de jargon, d'objets soutenus, enfin de structures soutenues. Et est-ce que j'allais dire, du coup ça fait très prophète et c'est pas mon rôle, mais est-ce que tu sens un mouvement, est-ce qu'il restera toujours du don, quoi, Mais je pense complètement. Enfin, nous, Aviva, on avait une fondation d'entreprise. Ça s'appelait la Fondation Aviva, qui avait un budget de 200 000 €, qui finançait des projets associatifs, qui avaient pour vocation de venir en aide aux personnes fragiles, enfants et personnes âgées. On a mené de très nombreux... je crois qu'elle a vécu 12 ans, cette fondation, en finançant donc de très nombreux projets. En plus, elle avait un positionnement qui était assez intéressant parce qu'elle était... souvent, des fondations viennent compléter des tours de table existants. Donc, il faut qu'il y ait déjà une fondation pour qu'une fondation vienne aussi se positionner. Là, il y avait le côté, d'ailleurs, on offre une aide coup de pouce et donc on veut bien être le premier financeur et être dans la prise de risque. Mais la difficulté qu'on a eue, et je pense que... à terme, enfin, c'est là où la fabrique Aviva est venue un peu compléter le dispositif, c'est que il y a un enjeu pour des entreprises comme Aviva d'arriver à concilier son impact social, sociétal, environnemental avec son projet stratégique de croissance et que
en donnant, en rapprochant notre démarche de mécénat de notre business, de notre cœur d'activité, on a pu multiplier par 5 le budget de la fondation. Donc la fondation structure associative 200 000 euros, la Fabrique Aviva qui est une ligne de projet, hein, finalement, c'est pas une structure fondation. Elle a 1 million d'euros de dons. Hein, mais l'idée, c'était de dire Aviva est un assureur qui est positionné dans l'accompagnement auprès des entreprises un peu partout sur le territoire, dans la gestion de leurs risques. Et donc, on veut aussi financer leur démarrage, être là pour être le premier financeur pour les aider à créer. Et quand on dit entreprise, encore une fois, c'est n'importe quel statut, ça peut être sous forme associative ou projet entrepreneurial, plutôt, faudrait dire. Et donc, c'est là où la Fabrique Aviva est arrivée. Donc, et ça a plutôt donné de l'ampleur à notre démarche de mécénat. Donc, non, je pense qu'il y a clairement des opportunités pour le mécénat, toujours. Je veux bien réagir sur une chose. Enfin, tu l'as glissé un peu doucement. Je pense que ce que recherchent les citoyens quand ils viennent investir, et je ne parle pas des investisseurs institutionnels, mais c'est la question du risque, ils en sont conscients. Et s'ils sont partants pour accompagner quelque chose, ils sont prêts à prendre le risque. Et chez nous, par exemple, il y a beaucoup moins de risques d'investir dans de la terre que d'investir dans n'importe quelle banque. Hein. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'ils viennent chercher, c'est d'abord une question de sens. Et il faut du coup, en tant qu'organisation, se mettre en posture, déjà d'être super transparent. Nous, chaque euro investi par la foncière ou la fondation, tous les ans, on en dresse la liste, on la diffuse aux épargnants, aux actionnaires, et ça ne va, pour la foncière, le contrat de départ, c'est 75% de votre épargne va dans du foncier. Les 25% restants servent à vous financer si vous voulez partir. Donc, il faut avoir des contrats super clairs et surtout ne jamais en déroger. Donc pour moi, c'est la transparence, c'est pas forcément la rémunération, mais c'est aussi comment on nourrit sur le sens. Et nous, la réponse qu'on a, en tout cas le modèle qu'on a trouvé, c'est pour se nourrir sur le sens, il faut donner aux gens les moyens de s'impliquer. Il faut non pas que les gens soient de simples investisseurs, de simples donateurs, mais qu'ils aient des modalités d'action qui correspondent à ce qu'ils cherchent. À Terre de Liens, on les a recensés dernièrement, on en avait plus de 17. Voilà. Donc après, c'est chiant à gérer, hein. C'est le bordel dans l'organisation, mais c'est ça qui est vivant en fait. Merci beaucoup Jérôme. Merci à tous, on va passer aux questions. En tout cas, je vous remercie pour votre franchise sur des questions qui sont souvent sensibles.